Bonjour et bienvenue au Credit Workshop. Aujourd'hui, on va parler des ABC du crédit. Malgré que le Canada soit une société bâtie sur le crédit, tout comme les États-Unis, c'est l'une des choses que nous n'enseignons pas à l'école, tout comme les taxes. Ce qui est très désavantageux, mais à la fois très avantageux lorsque nous savons comment le gérer. Ce que nous avons sur le menu aujourd'hui sont les clés du crédit, bâtir son crédit, rebâtir son crédit et pour finir, un petit biscuit pour terminer. Alors, les clés du crédit sont la fondation de votre crédit. Alors mettez dans votre tête une image d'une maison. C'est impossible que vous commenciez par le toit. Il faut toujours commencer par les fondations et si cette fondation est faible, vous savez que même si vous baptisez la plus belle maison qui existe, celle-ci va s'écrouler. Et dans ce cas-ci, ça serait la faillite. Alors, vous voyez les 5 clés? Eh bien, gardez en tête qu'elles sont chacune autant importantes l'une que l'autre. En effet, une lacune peut faire la différence entre un score de crédit de 700 points et un score de 775 points, ce qui joue sur votre intérêt accordé. Ou pire, la différence entre une approbation et un refus. Alors nous avons la capacité, la relation avec la banque, votre historique, le caractère et le collatéral. Certains d'entre eux semblent très évidents, mais il y a une certaine nuance qui s'appelle l'explication. Oui, l'explication. En effet, tout ce qui est dans votre dossier doit faire du sens et doit être expliqué. Par exemple, on va aller dans un cas extrême, mais si vous auriez un emploi à 5 heures de votre résidence principale, il faudrait l'expliquer. Alors vous allez me dire que l'explication est très simple. Vous êtes probablement en télétravail et c'est très commun depuis la pandémie. Vous n'auriez pas tort. Cependant, quelle serait l'explication si vous êtes un col bleu? Comment l'expliquerez-vous? Ça aussi c'est simple, mais il faudra le vérifier et bien l'expliquer. Par exemple, parfois les conditions de travail sont si difficiles que certains employeurs disent aux travailleurs qu'il doit travailler 2 semaines sur le terrain et par la suite 2 semaines de vacances à la maison. Et ces 4 semaines sont payées comme s'ils travaillaient un mois complet. C'est très commun pour les ouvriers qui vont dans les rigs, ou bien on peut dire les plateformes pétrolières. Ils peuvent aller travailler 3 mois et retourner à la maison pendant 1 mois, tout dépendamment des conditions que leur employeur leur offre et si cela les satisfait. Alors maintenant, attaquons la première clé, la capacité de résumer votre ratio d'endettement et le risque que vous représentez pour la banque. Et il y a seulement une méthode qui existe pour augmenter celle-ci, et c'est d'augmenter votre cash flow. Mais la beauté du cash flow, c'est qu'il y a 2 manières d'augmenter celui-ci. Alors, la première manière serait de faire plus d'argent que vous faites. Et la deuxième serait de dépenser moins d'argent. Mais il y a une mise en garde. Votre plus grosse dépense que vous aurez dans la vie, c'est les taxes. Cependant, celles-ci ne peuvent être réduites pour augmenter votre cash flow, car votre capacité est mesurée sur votre revenu brut et non votre revenu net. Ce qui peut être une bonne chose, une mauvaise chose, dépendamment combien vous déclarez et combien vous faites réellement. Les dépenses calculées par la banque sont votre logement et votre... Les dépenses calculées par la banque pour votre capacité d'endettement ou votre capacité je devrais dire, sont votre logement et vos obligations financières. Ce qui est un couteau double tranchant. Quelqu'un peut avoir un ratio élevé parce qu'il paye une hypothèque, alors qu'un autre peut avoir un ratio très bas car il dépense tout son argent dans le consumérisme.
Hmm. Pensez-y une minute. Quelqu'un ne peut pas emprunter à cause qu'il vient juste d'avoir une hypothèque. Vrai. Mais il y a quelqu'un qui peut emprunter beaucoup parce que ce n'est pas calculé par rapport à ce que la banque cherche à avoir. Alors, si cette personne-là ne prend pas beaucoup de dettes, par exemple, il va dépenser son argent dans la nourriture, dans les beaux restaurants, pour s'acheter des vêtements, mais il ne met pas tout nécessairement sur sa carte de crédit, il la repaie à chaque fois, mais sur son loyer, le loyer est payé. Toujours, il ne le manque jamais, ce qui est bon. Cependant, cette même personne économise 0 $. Tout l'argent qu'elle fait va pour être dépensé pour consommer le plus de choses qui ne va pas l'aider nécessairement à avoir la meilleure situation financière. Par exemple, quelqu'un qui aurait une hypothèque, le ratio observé par la banque serait 45% vs quelqu'un qui fait juste acheter plusieurs choses mais qui n'a pas beaucoup de dettes, mais tout son argent part dans le vide, qui serait à 13%. Alors que le ratio réel, si on regarde avec les autres dettes et les autres dépenses par mois, serait peut-être 55% vs 87%. Encore, c'est juste des chiffres que j'avance comme ça, mais c'est pour vous donner une idée de ce qui est observé et ce qui est la réalité. Alors voici une des nuances dont je voulais vous faire part plus tôt. Alors, personne ne prête de l'argent à un inconnu. C'est pour cela qu'il faut bâtir votre relation avec la banque. C'est pour ça que cette relation est quelque chose de très important. La première chose pour bien bâtir votre relation avec votre institution financière, c'est de payer les frais de compte. Je vois beaucoup de personnes qui disent que les frais sont trop chers, ils ne veulent pas les payer. Mais ne pas payer les frais de ce compte peut être l'une de vos pires erreurs à faire, parce qu'il faut juste y penser quelques secondes. Si vous n'êtes pas capable de respecter une obligation de payer de 16,95 $ par mois, pourquoi on vous octroierait une hypothèque? C'est de cette manière-là qu'il faudrait que vous voyez les choses, parce qu'à la fin de la journée, c'est dans l'intérêt de la banque de faire de l'argent, mais aussi ne pas en perdre. Alors, il y a un certain risque qu'ils sont prêts à accepter, ce qui seraient les intérêts que vous payerez, mais il y a certains risques qui ne valent pas la peine. La raison pourquoi je vais dans cette direction, c'est à cause des 3 questions que l'analyse de crédit va se poser lorsque vous faites une demande. Depuis combien de temps faites-vous affaire avec la banque? Est-ce que nous sommes leur seule ou principale banque? Avons-nous eu des problèmes dans le passé avec vous? Ce sont 3 questions très importantes à vous poser. Si rien ne vous affecte par rapport à ça, que ça fait quand même un bon bout que vous êtes avec la banque et que pour eux, vous semblez être leur banque principale, c'est une bonne chose. Et si vous n'avez jamais eu de problème avec eux, c'est bien. Pensez-y. Certaines personnes peuvent avoir un très bon crédit, mais de la manière comment ils traitent les employés, ça peut affecter leur crédit. Parfois, quelqu'un peut être très riche, mais juste à cause de ce qu'il a fait dans le passé, à la banque refuserait de faire affaire avec eux. C'est de la même chose avec les assurances auto. Si vous avez toujours des accidents, toujours quelque chose qui se passe avec votre auto, les assurances peuvent dire vous êtes trop un risque, on ne veut plus faire affaire avec vous. Alors, avoir une mauvaise réputation avec une institution financière vous affectera partout, car le seul inconnu qu'on prête, c'est celui qui a un bon historique. Alors, l'historique fait référence à votre bureau de crédit, soit à Equifax ou à TransUnion, ou les deux. En effet, les deux, mais ça sera pour plus tard. Il y a 4 questions que l'analyse de crédit va se poser et chercher à savoir. La première étant, avez-vous déjà manqué un paiement? Avez-vous déjà eu un produit qui est parti en collection? Est-ce que vos produits sont toujours maximisés?
faites-vous les paiements minimums, sont les 4 questions que l'analyse de crédit va toujours se poser. Parce que ce sont des red flags. Vraiment, toutes les questions sont en rouge car ce sont des red flags qu'on ne veut pas voir. S'il y a une chose qu'on ne veut pas voir, ce sont ces 4 choses. Pensez-y. De la même manière que vous n'allez pas vous mettre en couple avec une personne car elle a plusieurs red flags, mais c'est la même chose pour l'institution financière. Ça ne vaut pas le risque. Ça ne vaut juste pas le risque. En parlant de ça, comme je disais plus tôt, est-ce que vos produits sont toujours maximisés, les paiements minimums, etc. Mais c'est de là plus précisément. C'est pour faire par rapport aux 2 types de crédits qui existent. Le premier étant le crédit renouvelable et le deuxième qui est le crédit non renouvelable. Alors, le produit de crédit renouvelable, on peut dire que ça serait comme la ligne de crédit ou une carte de crédit. C'est du crédit qui est accessible à vous en tout temps et après chaque paiement, vous avez accès au même montant disponible. Dans le fond, à chaque fois que vous utilisez votre carte de crédit, vous avez de la marge que vous perdez, mais quand vous le repayez, mais vous pouvez encore réutiliser la carte de crédit. Alors que les produits non renouvelables seraient comme un prêt hypothécaire, un prêt auto ou un prêt personnel. Ce type de produit. Alors, vous avez une approbation quand vous êtes accepté, mais vous avez le droit à celui-ci une fois. Une fois que vous l'avez payé au complet, c'est fini. Il va falloir réappliquer si vous avez besoin de plus, ce qui serait en tant que tel un désavantage, mais et à ses propres avantages où vous payez moins d'intérêt vu que c'est moins de risques pour la banque et moins de gestion, alors qu'une ligne de crédit ou une carte de crédit, c'est beaucoup plus risqué. La raison pourquoi un intérêt d'une carte de crédit peut aller à 21% et certaines institutions beaucoup plus. Bon, revenons à nos moutons. Voici quelques conseils que je vous donnerai pour éviter d'avoir des red flags. Le premier par rapport, avez-vous déjà manqué un paiement? Eh bien, ça serait d'automatiser vos paiements pour toujours être à jour et ne jamais le manquer. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est aller au travail et tout est automatisé. Et tout ça est simple pour vous. Deuxième question, avez-vous déjà eu des produits qui sont partis en collection? Eh bien, parfois les difficultés financières peuvent arriver, mais avant que le produit aille en collection, je vous dirais de calculer pour avoir une entente de paiement avant qu'il ne soit trop tard. Mais gardez en tête, les entreprises veulent se faire payer. Si vous prenez un téléphone avec n'importe quel fournisseur de services sans fil, ils veulent avoir leur argent parce que lorsqu'ils vendent leur dette à une entreprise de collection, ils le vendent à moins cher. Alors, par exemple, si vous leur devez 1000 $, ils pourraient vendre votre dette à 400 $ et puis l'agence de collection voudrait essayer de chercher à reprendre les 1000 $ pour qu'ils puissent avoir leur profit. Mais, au lieu de le vendre 400 $, si vous leur dites, OK, écoutez, en ce moment, je ne peux pas le payer au complet, mais est-ce qu'on peut prendre une entente de paiement sur 3 mois où ce que je vous paierai de montant échelonné jusqu'à temps que je vous donne tout le montant. Essayez de vérifier si c'est possible parce qu'à la fin de la journée, ils veulent se faire payer. Troisième chose, est-ce que vos produits sont toujours maximisés? Cette erreur arrive souvent, je vais expliquer plus loin, mais la règle d'or est de ne jamais avoir plus que 30% de vos produits renouvelables et votre total renouvelable en haut de 30%. Si vous avez une carte de crédit, 2 lignes de crédit, le total ne doit pas dépasser 30% de ces 3 produits et chaque produit ne doit pas dépasser 30% non plus. Et quatrièmement, il ne faut jamais, mais jamais faire juste le paiement minimum. Essayez toujours de payer plus. Si vous pouvez, payez le total. Si vous ne pouvez pas, mettez le maximum que vous êtes capable de faire financièrement sans que ça fasse que vous devez aller repiger plus tard. Le caractère. Alors le caractère s'explique comme dans la vraie vie. Ça serait le genre de personne que vous êtes. Comme la Bible dit toujours, un homme instable
est instable dans toutes ses facettes. L'analyse de crédit veut savoir à quel point votre vie est stable, car une marque d'instabilité peut être une red flag sur votre capacité de repayer votre dette. Les trois principales sont votre stabilité d'emploi. Alors, si vous changez d'emploi à chaque 6 mois ou si vous n'avez pas la capacité de garder un emploi, c'est un risque pour l'institution financière. Votre stabilité résidentielle. Alors, si vous déménagez en permanence, il faudra donner une explication valable pour que l'analyse de crédit puisse considérer votre application, car cela peut sembler comme une personne qui essaie d'éviter ses obligations. Pensez-y, quelqu'un qui déménage à chaque année sans une explication valable, vous allez vous demander, mais cette personne-là, est-ce qu'elle essaie d'éviter une personne? Est-ce qu'elle cause quelque chose, des problèmes autour d'elle que les gens autour d'eux, ils ont une vendetta contre eux et puis ils veulent contrebattre? On ne sait jamais, mais c'est des questions que la banque se pose parce que il y a des personnes qui vivent réellement comme ça. Mais par exemple, si vous vous déplacez toujours à cause que vous déplacez pour votre travail et puis vous allez toujours vous placer d'une manière la plus proche de votre travail à cause que votre entreprise est en mouvement, c'est quelque chose qui peut s'expliquer. Mais encore une fois, il faut que l'explication soit valable. Et troisièmement, votre stabilité financière personnelle. Alors ça s'explique toute seule réellement. Est-ce que vous êtes stable avec votre argent? Est-ce que vous pouvez vous dépendre sur vous-même en réalité? Alors ici, sur ce point, la banque veut savoir. Alors, maintenant passons au collatéral. Ici, la banque veut savoir si quelque chose vous arrivait par malheur. Seriez-vous en mesure de respecter vos obligations envers eux tout de même? Avez-vous l'habitude de faire des économies? Votre âge par rapport à vos économies? Avez-vous des investissements ou des biens? Quelqu'un peut-il garantir vos biens? Moi, j'aime bien appeler les garants les collatérales humains. Parce que vraiment, c'est vraiment vous-même qui garantissez le bien. Vous êtes le collatéral. S'il ne paye pas, ben, c'est vous. C'est vous. Et puis, ça va affecter votre crédit parce que s'il fait 3 mois sans payer avant qu'on vienne vous dire tu dois payer ou vous devez payer, eh bien, c'est 3 mois dans votre bureau de crédit qui est affiché pour votre historique que vous n'avez pas payé. Ça fait mal. Ces questions se répondent à eux-mêmes. Ai-je réellement besoin de l'expliquer? Alors, commençons pour bâtir son crédit. Les gens peuvent penser que c'est quelque chose de très, très, très compliqué. Mais ce n'est pas le cas. C'est très simple. En effet, c'est la chose la plus simple dans le crédit. Comparé aux produits de crédit, comment ils fonctionnent, le bâtir, c'est le plus simple. Car il s'agit simplement de rester consistant et ne faire aucune erreur. Et je dis bien aucune erreur. C'est très simple, mais ce n'est pas nécessairement facile. Car plus votre crédit augmente, plus c'est facile de faire des erreurs parce que vous avez accès à un nouveau monde. Par nouveau monde, je ne saurais même pas comment vous l'expliquer à part vous donner un exemple. Imaginez, vous deviez économiser auparavant 2 ans pour acheter une voiture pour le même salaire que vous faisiez il y a 2 ans. Et cette voiture s'élevait à 5 000 $. Mais en gérant bien votre crédit, en faisant tout ce que vous avez à faire, vous avez accès maintenant à acheter un véhicule pour 30 000 $ et avec 0% d'acompte. Acheter ce véhicule va vous ruiner les possibilités financières qui s'affichent devant vous ou dans le futur. Mais vous avez finalement accès à la voiture que vous vouliez avoir. Ou encore, vous avez accès à une carte de crédit à une limite de 15 000 $. Finalement. Mais par année, le nombre d'économies que vous pouvez faire
est plus bas que 5 000 $. Mais cette carte de crédit, elle vous offre des points et vous permet finalement d'acheter les 2 sacoches de marque Chanel que vous rêviez d'avoir. Vous pouvez le faire, mais 21% d'intérêt va vous faire pleurer. Et quand je vous dis pleurer, ça va vous faire pleurer fort. Ce nouveau monde requiert de la discipline. Il faut garder les yeux sur votre but et regarder encore plus loin que celui-ci. Mais je ne vais pas passer à l'autre chapitre avant de vous dire aussi. Il y a certaines cartes de crédit régulières qui vous offrent des points ou de l'argent en remise pour un certain montant que vous utilisez et jusqu'à une limite. Cependant, avec le 21% d'intérêt, ça fait mal si vous ne le payez pas au complet dans les 21 jours de grâce. Mais il y a certaines institutions financières qui vous offrent des cartes de crédit avec des intérêts plus bas. Mais vous n'obtenez pas de points pour ceci. Vous faites simplement sauver sur l'intérêt. Et il y a une deuxième chose que vous pouvez calculer. Ce sont les transferts de balance. Si vous avez 2 cartes de crédit à 2 institutions financières différentes, parfois, si vous avez un bon crédit en tant que tel, vous pourriez être offert l'opportunité de transférer la balance que vous avez dans une carte à une autre. Ce qui voudrait dire que pour un frais de 3%, sur 12 mois, vous auriez 0% d'intérêt en transférant la balance d'une carte de crédit à une autre. Alors, vous pourriez utiliser ça pour vous sauver de la dette et de ses hauts intérêts. Il faut juste rester à l'afflux, mais encore une fois, il faut que vous ayez la discipline pour avoir ces offres se présenter devant vous. Normalement, ces offres, c'est pour les gens qui calculent à faire un achat et le repayer en moins de 1 an ou très rapidement, ou ce que faire un prêt ne ferait pas de sens. Alors, il pourrait s'acheter qu'est-ce qu'il a besoin d'acheter dans une carte de crédit, et ensuite faire le transfert à l'autre carte de crédit et sauver un total de 18% d'intérêt sur le 12 mois pendant qu'il fait ses paiements récurrents. C'est vraiment de savoir comment l'utiliser. Mais encore une fois, ça c'est pour une vidéo où on va plus loin dans le crédit. Aujourd'hui, on reste vraiment sur la base. Alors, continuons. Lorsqu'on parle de bâtir son crédit, c'est plus que votre score. Cependant, celui-ci est très important. Votre score de crédit est la première chose qu'on voit. Si celui-ci est à 560 $, vous ne serez pas approuvé. Point barre. Votre score de crédit est la note qu'Equifax et TransUnion vous donnent selon votre historique, caractère et capacité. 3 des 5 clés du crédit, ce qui signifie que les deux autres sont évalués spécifiquement par l'institution financière avec laquelle vous faites affaire. D'où l'importance d'avoir l'habitude d'économiser, même si c'est 5% de votre revenu, même si c'est 10 $ que vous transférez à chaque fois que vous avez votre paie. C'est juste de bâtir les habitudes d'économiser. Il faut le faire. C'est pour cela que parfois des gens se présentent pour acheter un véhicule avec un score de 800 points. Fantastique. Mais ils se font refuser quand même. C'est ce qu'on appelle un lagging indicator. Ça, encore une fois, c'est des mots en anglais, mais juste pour vous expliquer qu'est-ce que ce terme signifie. C'est comme une maison construite il y a 5 ans et on voit une grosse craque dans la fondation de celle-ci. Cet indicateur signifie une faille grave qui va arriver. Comme les problèmes vont arriver à 100%. Mais c'est simplement pas encore arrivé. En effet, vous pouvez le voir comme un jeu vidéo. Quand on vous dit tu lags, ceux qui jouent aux jeux vidéo vont comprendre exactement, mais c'est là que ce terme vient. C'est exactement de là qu'il vient. Alors,
si on veut rester avec cet indicateur, c'est souvent l'augmentation subite de l'utilisation de crédit, plusieurs applications consécutives à plusieurs institutions financières, ou pire, ou pire, parfois c'est beaucoup pire. Parfois c'est une dette au gouvernement où ce que le gouvernement gèle le compte. Ceci va s'afficher à votre bureau de crédit. C'est un commentaire. Mais le gouvernement a la priorité sur tous vos dettes si vous faites faillite. Si vous devez de l'argent au gouvernement, tout l'argent qui reste après qu'on a liquidé tous vos biens, cet argent-là va premièrement au gouvernement. Ça veut dire si votre dette du gouvernement prend tout le montant, eh bien, les autres institutions financières, ils ont perdu l'argent directement. Alors, quand ils voient ça, ça fait peur. Il faut toujours garder ces choses en tête, mais encore une fois, on va rester dans le simple aujourd'hui. Alors, comme on disait, on va bâtir le crédit. Ça commence avec les cartes de crédit ou le téléphone cellulaire. Alors, pour la carte de crédit, il faut s'assurer de payer tout le temps à temps. Oui, pour la carte de crédit, il faut garder en tête aussi, comme j'avais dit plus haut, qu'il faut garder une balance plus bas que 30% de votre limite totale. Si vous avez une limite de 1000 $, il ne faut pas que vous dépassiez 300 $. Cependant, si vous utilisez plus que le 300 $ sur votre limite de 1000 $ parce que vous vouliez acheter quelque chose de 700 $, mais vous avez l'argent pour le repayer, il faut que vous fassiez le paiement avant la date de relevé et non la date due. Parce que le montant indiqué sur votre relevé, c'est le montant qui va être signifié ou bien la balance qui sera signifiée au bureau de crédit. Ça veut dire même si vous faites vos paiements au complet à chaque fois, au bureau de crédit, ça sera toujours affiché, vous êtes en haut de 30%, même si vous le payez au complet. Vous allez juste mal le bâtir. Ça, c'est l'erreur la plus commune. Juste gardez ça en tête. Si vous faites vos paiements avant la date du relevé, eh bien, good job. Aussi, il ne faut pas penser que c'est la même date pour tout le monde. Cette date peut varier de personne en personne et elle peut même varier d'une carte de crédit à une autre dans plusieurs institutions financières et même la même dans certains cas. Alors, juste vérifiez vos propres comptes. C'est simplement vous qui savez quelle est la date en réalité. Deuxième chose, comme j'ai dit pour les cellulaires, les fournisseurs de services sans fil sont souvent les produits qui finissent en collection parce qu'ils sont des bâtisseurs de crédit, en effet les plus accessibles, parce que c'est facile d'aller pour demander un téléphone et prendre un contrat de 2 ans pour payer ce téléphone. Tout le monde prend ça simple, mais il y a beaucoup de personnes qui utilisent ça. Et puis ensuite, ils se disent qu'ils ne vont pas payer la dette et puis ça s'en va en collection. Mais les fournisseurs de services sans fil ne niaisent pas avec cela. Si vous ne payez pas après un certain nombre de temps, ils vendent la dette automatiquement à un service de collection. Et ça peut ruiner, quand je vous dis ruiner, tous vos plans dans le futur. Il ne faut jamais laisser un produit aller en collection. Si vous en avez un, payez-le immédiatement le plus tôt possible et demandez votre lettre de quittance et demandez que la lettre de quittance soit envoyée à tous les bureaux de crédit, Equifax et TransUnion pour laver votre crédit pour que vous puissiez rebâtir celui-ci et remonter votre cote. Pendant que vous êtes en train de bâtir votre crédit, il faut que vous gardez en tête qu'il ne faut pas appliquer pour plus de crédit, mais simplement attendre, bien gérer votre crédit et attendre. Parce que si vous attendez, vous allez obtenir des préapprobations pour augmenter vos limites. Lorsque cela arrive, certaines personnes refusent de le prendre car ils ont peur de ne pas pouvoir gérer leur crédit. Mais il faut les accepter. Parce que quand vous les obtenez, vous ne savez pas si vous allez en avoir besoin dans le futur. Et juste l'avoir là, c'est bien pour votre prêt d'esprit. Et non seulement, ça a monté au bureau de crédit que la banque trouve que vous gérez tellement bien vos affaires, qu'ils voient que vous faites des économies, que vous investissez votre argent. Ils voient que vous avez un bon caractère et des bonnes habitudes. C'est un signal au bureau de crédit qui leur dit « Celui-ci ou celle-ci gère bien ses affaires,
on monte son crédit score parce que c'est 2 points sur les 5 clés du crédit qu'on n'a pas accès. On vient d'avoir le facteur qui nous dit, ah, celui-ci ou celle-ci, ces deux aspects-là, il le gère bien. Toujours garder ça en tête. Alors, juste avant d'aller sur ça, on va toucher aux choses qui vont affecter votre score de crédit. En effet, il y a 5 choses qui affectent le plus votre score de crédit. Mais la raison pourquoi on parle de ça, qu'on parle de bâtir votre crédit, c'est que le bâtir est simple, comme je vous ai dit. C'est simplement de faire vos paiements à temps et plus que le minimum. Il faut simplement faire ça et votre score va monter graduellement. Avec votre historique, ça fait juste monter que vous payez toujours tout à temps. On peut vous faire confiance, on peut vous prêter de l'argent. Et en même temps, il faut que vous sachiez que c'est difficile à dire, mais c'est la réalité. Le crédit est offert à ceux qui n'ont pas nécessairement besoin du crédit. C'est triste, mais c'est la réalité. Il faut que vous gardez ça. Alors, si vous avez besoin du crédit, il faut que vous vivez d'une manière où ce que vous démontrez que vous n'avez pas besoin de crédit jusqu'à temps que vous avez accès à ce capital pour pouvoir avoir une meilleure vie en tant que telle, une meilleure vie financière. Parce que le crédit peut vous offrir plusieurs opportunités. Si vous voulez partir une entreprise, avoir un bon crédit dès le début va vous permettre de vous donner accès à du capital pour aller vers l'avant. Si vous allez acheter une maison, dites-moi, est-ce que vous avez 700 000 pour déposer cash pour payer la maison? Non. Rares sont ceux qui ont ceci. Mais économiser 35 000, c'est le 5% du 700 000. C'est très faisable, mais pour pouvoir hypothéquer le reste de la maison, il faut un bon score de crédit, si vous voyez. Alors, votre crédit va vous donner plus d'opportunités à cause que ça vous donne accès au capital. Veut pas, nous vivons dans une société capitaliste. Le capital est très important. Alors, pour commencer, comme j'ai dit plus haut, ça c'est la base. Il ne faut jamais, si possible, aller plus haut que 30% d'utilisation. Votre utilisation de crédit est comme boire de l'alcool. Au début, c'est le fun. Mais après un certain pourcentage, c'est du poison. À vrai dire, c'est de l'alcool de friction rendu là. Oui. Vous allez devenir aveugle comment vous allez voir comment tout va s'effondrer. D'où vient la beauté de la capacité de crédit qui est le couteau double tranchant? Il faut très faire. Deuxième chose, application pour du crédit. Chaque application que vous faites pour n'importe quel type de produit de crédit, il faut faire attention. Parce que chaque application de crédit que vous faites affecte votre score de crédit. Et si vous êtes refusé, encore pire. Et si vous en faites plusieurs consécutivement, c'est encore pire que le pire. Alors parfois, si vous n'avez pas nécessairement besoin du crédit présentement et vous pouvez attendre, faites juste gérer votre crédit et attendre les préapprobations. Importance de savoir quel produit vous voulez et qu'avez-vous besoin. Si vous savez que vous êtes le genre de personne que parfois vous avez besoin d'un prêt pour payer quelque chose, mais le produit, ça serait probablement une ligne de crédit parce que vous ne pouvez pas toujours appliquer pour un prêt. Ayez une ligne de crédit et si vous avez besoin, la ligne de crédit est déjà présente. Vous l'utilisez, vous la repayez échelonnée, vous faites juste utiliser un calculateur de paiement. Vous regardez si je veux le payer en 2 ans, combien je dois payer à chaque mois avec mon intérêt. Et vous sachez c'est combien, et puis vous automatisez le paiement à chaque fois, et puis vous le repayez en 2 ans. Aussi simple que ça, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Et la beauté de cela, c'est que quand vous avez la ligne de crédit, une fois que vous l'avez payée, eh bien, si ça arrive encore, j'ai besoin d'emprunter de l'argent pour faire quelque chose encore, elle est encore disponible. C'est vraiment important de savoir
quel produit vous voulez et quel produit vous avez besoin. Mais encore une fois, on reste dans la base, juste bâtir son crédit. Quand vous arrivez à la ligne de crédit, c'est parce que vous avez passé l'autre échelon où ce qu'on dit, OK, vous savez comment gérer de l'argent, vous êtes prêt pour la ligne de crédit. Mais on parle de bâtir, alors c'est sûr que vous n'allez pas l'avoir dès que vous commencez. Non, c'est impossible. Troisième chose, la variété de crédit. Il faut prouver que vous savez gérer tous les types de crédits. Si vous avez juste une carte de crédit et puis vous faites juste les achats de la carte de crédit, vous le repayez, c'est très bien, mais ce n'est pas assez. Il faut aller vers les autres types de produits. Ça serait par exemple même un prêt auto. Juste montrer que vous êtes capable de gérer un prêt auto de 10 000 $ par exemple. Même si vous avez l'argent pour le payer, vous montrez que vous êtes capable de gérer le prêt auto, vous avez le prêt, et puis après un certain temps, si vous désirez, vous pouvez le payer d'avance parce que c'est un prêt ouvert. Contrairement à l'hypothèque où ce que vous avez payé des intérêts si vous le payez, si c'est un prêt fermé, effectivement que vous choisissez, mais si c'est un prêt ouvert comme les prêts auto, vous pouvez le repayer. Alors, vous n'avez pas besoin de stresser pour ça. Bâtissez votre crédit. Si c'est un prêt personnel, bâtissez votre crédit comme il le faut. Il faut que vous montrez que vous savez gérer la carte de crédit. Le prêt, c'est là qu'on va vous offrir la ligne de crédit. Vous montrez que vous savez gérer la ligne de crédit. Si vous êtes capable de gérer ces trois produits-là, ils vont dire, mais cette personne-là serait probablement prête pour l'hypothèque. Quatrième chose, date de report au crédit. C'est comme je vous ai dit, la date d'exigence de paiement n'est pas la même que la date de report. Il faut payer avant cette date, car votre balance durant cette journée est celle qui sera reportée au bureau de crédit. Très important, il faut payer à la date de report, parce que c'est ça qui apparaît dans votre bureau de crédit. Et dernière chose, la longévité. Une des pires erreurs à faire est de fermer votre première carte de crédit. Si vous avez un produit renouvelable, laissez-le ouvert parce que c'est ça la longévité. La longévité, c'est votre historique de crédit. Plus il est long et bon, eh bien encore mieux c'est. Votre score est basé presque 100% sur la longévité. À vrai dire, je pourrais dire 100%. Parce que c'est le seul moyen d'observer votre gestion de crédit. Votre longévité va montrer votre capacité. La longévité est l'historique, comme sur toute la ligne. À vrai dire, votre score de crédit est réellement basé sur 100% de votre longévité. Votre longévité, c'est votre historique. La longévité, c'est sur celle-là qu'on va voir votre caractère. La longévité, c'est là qu'on va voir comment votre capacité évolue. Sur la longévité, c'est là qu'on va voir comment vous payez à la date de report. Votre variété de crédit sur votre longévité. C'est le nombre d'applications que vous avez faites au cours de votre historique de crédit. C'est vraiment tout. C'est absolument tout. En effet, là, on est rendu où ce que c'est vraiment chaud. La situation de rebâtir son crédit. La pire situation où se trouver pour bâtir son crédit, c'est d'être dans le besoin de rebâtir celui-ci. Car si vous avez besoin de rebâtir celui-ci, c'est parce que vous avez fait une erreur grave. Comme on dit, 1 millilitre de prévention vaut plus que 6 kilolitres de médecine. Cependant, ce n'est pas la fin. La première chose à faire, c'est de ne pas faire plusieurs applications pour du crédit. La première chose à faire, c'est de ne pas faire plusieurs applications pour du crédit. Il faut que vous appliquiez pour obtenir une carte de crédit sécurisée. Parce que honnêtement, toutes vos demandes que vous allez faire vont être refusées. Et plus vous faites refuser, plus votre score va descendre. Il ne faut pas faire ça. La seule chose que vous devez faire, c'est appliquer pour une carte de crédit sécurisée.
Vous dites que vous avez besoin d'une carte de crédit de 500. Vous avez 500 dollars que vous êtes prêt à mettre comme collatéral pour cette carte de crédit. C'est le début pour pouvoir vous repentir de votre mauvaise historique. Deuxième chose, c'est garder le focus sur votre relation avec la banque. Montrez que vous économisez de l'argent à chaque paie. Encore mieux, investissez avec votre banque. Ces habitudes changeront votre historique et vous de même, ce qui fera en sorte que vous serez plus stable et que vous pourriez démontrer que vous avez finalement la capacité de gérer votre argent. Sinon, il faudrait qu'une personne avec un bon crédit ait la capacité d'approuver ou de dire oui à être votre collatéral, ce que je ne recommande à personne de ne faire. Ne faites juste pas ça, parce que des relations peuvent être ruinées et puis vous êtes quand même la personne qui doit répondre à cette obligation. Pensez-y, cette personne-là décide de ne pas payer son prêt pendant 3 mois avant que la banque vienne vous voir et vous dise « Hey, la personne que vous avez dit que vous allez être le collatéral pour n'a pas payé pendant 3 mois, maintenant, payez-nous. » Et puis là, vous êtes juste là en train de réfléchir. Je comprends pas. Là, vous dites, j'ai jamais vu qu'il n'avait pas payé, je comprends pas. Là, vous arrivez un jour, vous recevez un message de Borrowell. Votre score de crédit a descendu, vous dites, wow, qu'est-ce qui s'est passé? Vous ouvrez 3 mois consécutifs où ce que vous n'avez pas payé votre obligation. Votre score, il y a 4 mois, 820. Fier, toujours les meilleurs taux, toujours approuvé, toujours bien gérer vos affaires. Et à cause que vous avez décidé d'être le garant de quelqu'un, maintenant votre score, pouf, il est à 700 en 3 mois. Là, vous dites, OK, mais je vais lui faire payer. La personne refuse de payer. Vous recommencez à faire les paiements. Non seulement ça joue sur vos poches, mais quand vous allez commencer à faire les paiements, vous allez juste voir que votre score, il descend encore. Vous ne comprenez pas. Jusqu'à temps que vous faites 3 mois à faire les paiements consécutifs. Et là, votre score arrête de descendre et puis il commence à remonter. 3 points. 5 points le mois suivant. 2 points le mois suivant. Alors, vous avez perdu 150 points en 3 mois. Et puis 3 mois plus tard, vous avez regagné maximum 15 points. Ne faites pas cette erreur. Ça ne sert à rien, vraiment à rien d'être le garant de quelqu'un. Si la personne vous dit « Oh, j'ai besoin que tu sois mon garant, j'ai besoin d'un consignataire », faites juste dire à la personne « Voici comment bâtir ton crédit. » Envoie-lui à cette vidéo, dis-lui « Écoute ça, bâtis ton crédit et tu n'auras pas besoin de moi. » Mais oui, remontez-le, dis « Je t'ai toujours connu comme quelqu'un d'indépendant. Pourquoi tu ne cherches pas à être indépendant ici aussi? » Ok, non, dites pas ça. Non, ça va ruiner la relation. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Bon. Comme promis, un biscuit. Ah, je vais vous donner votre biscuit. Alors, le biscuit, c'est que certaines banques font affaire exclusivement. Alors, le biscuit, c'est que certaines banques font affaire soit exclusivement avec Equifax ou exclusivement avec TransUnion. Et votre score de crédit va avoir certaines différences qui peuvent varier jusqu'à 40 points d'Equifax à TransUnion. Alors, si vous avez 730 à Equifax, mais 770 à TransUnion, faites affaire avec l'institution financière où vos options sont les plus délicieuses. Si vous avez besoin du PowerPoint, simplement m'envoyer un courriel. Celui-ci va être dans la description.